réglementaire en environnement et en économie circulaire, organisé par votre CCI. Donc les 5 CCI de la région Pays de la Loire se sont mobilisés pour vous apporter, grâce à ce webinaire, un éclairage sur les actualités réglementaires en environnement et en économie circulaire. Donc au niveau de notre webinaire, donc ce webinaire va durer 2 heures, mais je vais vous expliquer les modalités. Donc au niveau des intervenants, donc je suis accompagnée de ma collègue Angélique Barret de la Bonjour à tous. CCI Bonjour. du 72, et nous avons invité comme intervenant, compte tenu du sujet lié aux actualités réglementaires, Gwenaëlle Canfort, qui est une juriste spécialisée en hygiène, sécurité, environnement, et qui vous donnera tous les points clés pour y voir clair dans les actualités et comprendre les points clés à connaître. Au niveau de la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, donc il y aura 3 temps. Le premier temps qui sera la présentation par Angélique du parcours d'accompagnement à la transition écologique des entreprises proposé par votre site. Peut-être des informations que vous ne connaissez pas. Et pourtant, de nombreux services sont pour vous et on vous les rappellera en tout début de webinaire. Et ensuite, on laissera la parole à Gwenaëlle qui vous présentera en 2 parties les actualités réglementaires en environnement, en économie circulaire. La partie 1 étant dédiée à tout ce qui est indiqué, déchets, eau, économie circulaire, air et énergie. Et puis ensuite, on fera une petite pause de 5-7 minutes, question de se dégourdir les jambes. Et puis ensuite, on reprendra sur une deuxième partie qui, là, parlera plutôt des points plutôt spécifiques en ICPE. Donc, c'est toute la réglementation qui concerne certaines activités et peut-être que certains d'entre vous sont moins concernés par cette partie-là et pourront peut-être nous quitter en ayant bien profité de toute la première partie. À l'issue de la première partie, en fait, on vous fera, pour ceux qui le souhaitent, compléter l'enquête de satisfaction qui est importante pour nous puisqu'elle nous permet de connaître votre avis sur le contenu de nos interventions et puis nous amener à vous proposer de nouvelles actions et être toujours plus performant au niveau des services que l'on vous rend. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue Angélique, qui va vous présenter le parcours de transition écologique proposé aux entreprises tout au long de l'année. Angélique, la parole est à toi. Merci Michel. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous voulez bien couper vos micros et vos caméras, parce que comme on est assez nombreux, pour qu'il n'y ait pas de perturbation de la connexion. Merci. Oui, donc je vais vous présenter très rapidement le parcours d'accompagnement transition écologique des entreprises ligériennes qui a été conçu et qui est mis en œuvre par les CCI des Pays de la Loire. Alors, ce parcours d'accompagnement va concerner plusieurs volets de la transition écologique, toute la gestion des déchets et les filières de valorisation, la gestion des biodéchets, les filières de réemploi, les mutualisations en synergie interentreprises d'un territoire et l'éco-conception de produits et de services. Ces volets, nous les travaillons avec notre partenaire ADEME, ce qui nous permet notamment de pouvoir vous proposer une prise en charge totale ou partielle sur nos actions. Autre volet que nous déployons également via ce parcours d'accompagnement, la responsabilité sociétale de l'entreprise, la gestion de la ressource eau et le volet de la transition énergétique. Alors, ce parcours, il comporte plusieurs étapes, plusieurs niveaux. La première étape, l'étape de découverte, c'est de l'information sensibilisation avec l'organisation, par exemple, de webinaires comme celui d'aujourd'hui, des ateliers, des rencontres et aussi un autodiagnostic en ligne, le Flash Diag, que vous retrouverez sur les sites internet de nos CCI. La deuxième étape, deuxième niveau, c'est une phase individuelle où on va pouvoir vous apporter du conseil, également la réalisation de diagnostics. Donc, sur la partie conseil,
L'idée, c'est de répondre à une question, à une problématique précise que vous allez nous soumettre. Par exemple, concernant les points réglementaires, des recherches de ressources et solutions locales, des aides financières mobilisables pour votre projet. Et sur la partie diagnostic individuel, un peu plus en approfondi, on va réaliser avec vous un diagnostic sur votre site, que ce soit de vos déchets, de vos biodéchets, etc. Et on vous proposera un plan d'action avec des préconisations, des contacts utiles, et on fera aussi avec vous un suivi dans le temps. La troisième étape, étape d'expertise, où on va retrouver nos formations, les formations CCI, par exemple à la gestion des déchets, l'optimisation de la gestion des déchets, au développement durable, aux critères de classement et labels environnementaux pour les hébergements touristiques. Et puis aussi des formats un peu plus courts via des matinées techniques, notamment sur la partie gestion des déchets et éco-conception de produits et de services. Et enfin, la dernière étape, là, on est dans des diagnostics experts pour des groupes d'entreprises régionales où on va retrouver pour un même groupe des séquences collectives qui permettent des échanges et notamment de bonnes pratiques, mais aussi de l'accompagnement individuel pour chaque entreprise qui est fait par un bureau d'études experts, des formations, l'objectif final étant pour vous d'acquérir de l'autonomie pour continuer à développer ces démarches à l'issue du dispositif. Par exemple, deux dispositifs régionaux, le réflexe réemploi et le dispositif éco-produire en matière d'éco-conception. Alors, bien évidemment, hein, selon votre projet, selon vos besoins, vous pouvez être intéressé par une ou plusieurs étapes de ce parcours et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de réaliser l'intégralité du parcours. Moi, je vous conseille, pour toute question, pour tout projet, de vous adresser à votre CCI locale. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à notre intervenante experte, Gwenaëlle Canfort. Gwenaëlle, je vais te passer la main sur la présentation. Très bien. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Alors, je pense que là, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. 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 Bon, ben, bonjour à tous. On va attaquer, puisqu'on a quand même une actualité dense sur les sujets environnement, économie circulaire en 2022. Donc, on va démarrer par le sujet des déchets, donc, qui a été assez dense. Et pour démarrer ce sujet déchets, je vous propose de faire quelques rappels sur un incontournable du sujet, qui est la loi AGEC, qui a été publiée en février 2020. Les ambitions de la loi AGEC, pour rappel, hein, c'est de transformer nos modes de production, nos modes de consommation, pour limiter la production de déchets et limiter les impacts sur la biodiversité et le climat. La loi AGEC, c'est quand même 130 articles qui sont regroupés autour de 5 grands axes que je vous ai remis sur la slide. Hein. Donc, on a mieux produire, oui. sortir du plastique. Oui, Gwenaëlle, on voit la diapo veille réglementaire environnement. Est-ce que tu peux te mettre en mode diaporama? Parce que là, on voit une mosaïque sur le côté. Alors, normalement, je suis en mode diaporama. D'accord, ok. Mais pas en mode plein écran. Oui, il faudrait mettre en plein écran, oui. Alors, hop. Je vais recommencer le partage. Est-ce que là, c'est bon? Oui, merci. Bon. Je repars, excusez-moi. Donc, du coup, je vous disais en 5 grands axes. Donc, mieux produire, sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et lutter pour le réemploi solidaire et agir contre l'obsolescence programmée. Donc, cette loi, elle nécessitait beaucoup de textes d'application. On a déjà 54 décrets qui ont été publiés. On en a 11 qui ont été publiés en 2022 et on va en voir quelques-uns que j'ai sélectionnés pour ce webinaire. Sur cette slide, vous retrouvez 2 petits outils que je vous ai mis si jamais vous voulez vous renseigner un peu plus sur les décrets d'application.
Vous avez le premier, c'est l'échéancier de parution des textes d'application sur le site de Légifrance, où en face des mesures de la loi, vous retrouvez les décrets qui ont été pris. Et aussi la page dédiée du ministère de l'écologie qui regroupe tous les décrets d'application classés par année. Cette loi AGEC, parmi ses grands apports, on a la création de 11 nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur. Donc, pour rappel, ce qu'on appelle les filières REP, c'est un principe qui découle d'un énorme principe qui régit tout le droit de l'environnement, qui est le principe pollueur-payeur. Et la REP, elle veut que les producteurs de certains produits prennent en charge la fin de vie de leurs produits, donc au travers la mise en place de systèmes de collecte et de valorisation. Donc, la loi AGEC crée 11 nouvelles filières que vous retrouvez sur l'infographie que j'ai récupérée sur le site de l'ADEME, qui vont du tabac aux emballages industriels et commerciaux. Tout ça étalonné entre 2021 et 2025. Et on a eu aussi l'élargissement de filières existantes. Je vous citerai par exemple la filière ameublement, qui depuis l'année dernière intègre les produits de décoration textile. Sur ces filières REP, on va zoomer sur la filière des produits et matériaux de construction du bâtiment, la filière PMCB, qui a été créée donc, par un décret du 31 décembre 2021 et qui concerne, comme je vous l'ai mis sur la slide, et les fabricants, mais aussi les importateurs et les metteurs pour la première fois sur le marché de ces types de produits. À côté de ce décret, on a un avis assez intéressant qui a été publié en fin d'année dernière et qui vient nous expliquer tout le champ d'application de cette filière. Donc, avec notamment qu'est-ce qu'on entend par producteur des produits, que fait-on du cas des produits importés. Et surtout, cet avis, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne toute la liste des produits qui rentrent dans la filière. Bon, ce n'est pas une liste exhaustive, mais elle est quand même très, très, très bien faite et elle est structurée autour des 2 grandes catégories réglementaires de produits et matériaux du bâtiment, que sont les produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laine minérale, ni plâtre, et la deuxième catégorie qui sont les autres produits et matériaux de construction. Donc, si vous vous posez des questions sur cette filière, je vous invite à aller regarder cet avis. Vous retrouvez le lien du texte sur la slide, sur le petit picto PDF. La filière n'était pas encore complète puisqu'on attendait l'agrément des éco-organismes. Donc, on a 4 éco-organismes qui ont été agréés sur le dernier trimestre 2022. Ils ont été agréés pour 5 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2027. Et ils sont Valdelia, Valobat, Écominéraux, Écomobilier. Et vous retrouvez dans les arrêtés les catégories pour lesquelles les éco-organismes sont agréés. Donc, ce qui fait que la filière est opérationnelle normalement depuis le 1er janvier 2023. Excusez-moi, Gwenaëlle, juste pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, parce que comme on est nombreux, on va avoir du mal en fait à prendre les questions à l'oral, mais n'hésitez pas à poser les questions sur le chat. Toujours sur nos filières REP, parmi les obligations qui découlent des producteurs qui sont soumis à cette REP, on a des obligations déclaratives. Donc, on va devoir déclarer les quantités de produits, d'équipements mis sur le marché, mais aussi les quantités de déchets collectés, recyclés, éliminés par les opérateurs de traitement. Et ces déclarations se font via une plateforme qui s'appelle SIDEREP. Donc, vous pouvez, soit quand vous êtes soumis à cette REP, décider de gérer individuellement vos obligations ou adhérer à des éco-organismes qui vont gérer ces obligations pour vous. Une des nouveautés de la loi AGEC, c'est la mise en place d'un identifiant unique qu'on appelle l'IDU, qui est délivré à l'issue de l'enregistrement sur la plateforme SIDEREP. Cet IDU a été mis en place depuis le 1er janvier 2022 et si vous êtes concerné, vous devez le reporter dans vos conditions générales de vente et sur tout document contractuel communiqué à l'acheteur. Donc, la plateforme SIDEREP, qui est gérée par l'ADEME, qui est en charge du tout le suivi et de l'observation des filières, vous donne, en fait, l'enregistrement donne lieu à la délivrance de cet IDU sous 2 jours ouvrés. L'autre point qui a été fixé en décembre 2022,
ce sont toutes les données à transmettre annuellement à l'ADEME. Précédemment, finalement, on avait un arrêté par filière, ce qui complexifiait les choses. Donc, cet arrêté du 12 décembre 2022 vient réunir toutes les données à déclarer. Donc, on a un socle commun dans l'arrêté, mais on a aussi dans les annexes de l'arrêté les données spécifiques à déclarer par filière. Je vous signale aussi au passage donc, que les déclarations SIDEREP doivent être faites au plus tard au 31 avril de l'année pour l'année N-1. Donc, pour vos données 2022, vous avez jusqu'au 30 avril 2023 pour les déclarer. On va passer au sujet de la traçabilité des déchets. Je voulais vous rappeler les dernières évolutions qui sont entrées en vigueur en 2022. Donc, il y en a deux majeures sur cette traçabilité. Ce sont donc les registres déchets qui ont été étoffés d'une part, donc par de nouvelles rubriques. Sur la slide, je vous ai mis l'exemple du registre des producteurs et détenteurs de déchets. Mais sachez que les registres des installations de valorisation, des transporteurs, des négociants et courtiers ont aussi évolué. Donc, vous retrouvez sur la slide en gras les nouveautés à avoir dans son registre déchets. Donc, il faudra bien vérifier, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous les avez bien. Autre nouveauté, c'est ça, je pense que vous en avez tous entendu parler, la dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets dangereux via l'application qui s'appelle Track Déchets et qui concerne tout le circuit de traitement des déchets, du producteur au transporteur jusqu'au professionnel de déchets. Sur la slide, je vous ai mis un petit outil qui est la foire aux questions Track Déchets, qui est quand même assez fourni. Donc, si vous vous posez des questions, vous pourrez trouver très certainement les informations qui vous intéressent. J'en profite aussi pour vous rappeler que Track Déchets, à la base, a été mis en place pour les déchets dangereux, mais vous pouvez très bien aussi suivre vos déchets non dangereux dans Track Déchets. L'avantage, c'est que ça vous évite de démultiplier les supports de suivi. L'inconvénient, si je puis dire, c'est que pour vos déchets non dangereux, vous allez devoir remplir toutes les rubriques du bordereau de suivi des déchets qui peut être assez lourd pour les déchets non dangereux. Je vous ai mis un extrait d'un bordereau de suivi de déchets issu de Track Déchets pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et pour que vous voyez donc au final qu'il doit être signé par tous les intervenants dans le circuit de traitement du déchet. Toujours sur le sujet des bordereaux de suivi des déchets, la nouveauté, c'est l'intégration des déchets dangereux de fluides frigorigènes dans Track Déchets. Donc, depuis le 1er janvier 2023, et on a une période de tolérance qui va là jusqu'à la fin du mois. Donc, si vous ne l'avez pas encore pris en compte, sachez qu'au 1er avril 2023, il faudra gérer vos déchets de fluides frigorigènes via Track Déchets. Donc, qui est impacté toute la chaîne, donc les détenteurs d'équipements, les opérateurs attestés, les distributeurs de fluides et les transporteurs. Autre aspect, toujours sur nos fluides frigorigènes, c'est le nouveau modèle de fiche d'intervention, donc un nouveau CERFA, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2023. Donc, pour toutes vos interventions sur des équipements qui contiennent des fluides frigorigènes et qui nécessitent une manipulation des fluides par vos opérateurs attestés, et pour les contrôles d'étanchéité, veillez à ce que ce soit bien ce nouveau modèle de fiche qui vous soit remis. La particularité, et ça je vous ai mis un extrait de la FAQ Track Déchets dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que la fiche d'intervention n'est pas dématérialisée dans Track Déchets. Donc il faut continuer à utiliser le CERFA et reporter en fait les informations de la fiche dans Track Déchets. On espère une évolution quand même sur le sujet. Sur ce sujet, pour clore le sujet sur les bordereaux de suivi des déchets dangereux, j'en profite aussi pour vous rappeler que les huiles usagées vont faire leur entrée dans Track Déchets à partir du 1er janvier 2024. Vous n'aurez plus de bons d'enlèvement, il faudra les gérer aussi dans Track Déchets.
On va passer à un autre sujet que sont les déchets 7 flux. Donc, je vous rappelle que depuis 2016, les producteurs et détenteurs de certains types de déchets, donc papier, carton, bois, plastique et métal, qu'on appelait les déchets 5 flux, ont l'obligation de trier à la source ces déchets. En 2021, on a étendu cette catégorie des déchets 5 flux avec 2 nouveaux types de déchets, le plâtre et les fractions minérales. Donc, on parle aujourd'hui de déchets 7 flux. Et on va avoir une autre évolution en 2025 avec les déchets de textile, qui seront les déchets 8 flux. Qui est concerné par cette obligation de tri à la source? Je vous rappelle que ce sont tous les producteurs de déchets qui font appel à des prestataires privés pour la collecte de leurs déchets, mais aussi si vous faites appel à un service public, au service public de la commune pour la collecte de vos déchets, vous êtes concerné par cette obligation de tri à la source à partir du moment où vous faites enlever 1100 litres de déchets par semaine, tous déchets confondus. L'autre pan de cette réglementation déchets 7 flux, c'est que chaque année, vos opérateurs de traitement doivent vous remettre une attestation de valorisation. Donc, cette attestation, elle doit vous être remise au plus tard le 31 mars de chaque année. Et elle vous permet en fait de justifier des quantités collectées, mais aussi des modes de valorisation. Donc, la nouveauté, c'est pour prendre en compte l'ajout de ces 2 nouveaux types de déchets et des déchets 7 flux, on a un nouveau modèle d'attestation de valorisation qui a été mis en place. Donc, si vous ne l'avez pas encore reçu, sachez que d'ici la fin du mois, l'attestation qui devra être utilisée sera celle-ci. À venir aussi, l'arrêté fixe le modèle d'attestation à venir pour les déchets 8 flux, qui sera utilisé à compter du 1er janvier 2026 pour les déchets collectés en 2025. Autre sujet important qui a été envisagé par la loi AGEC. La loi AGEC a fixé un objectif de proportion de 5% des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2023 pour aller jusqu'à 10% en 2027. Donc, cette obligation, elle concerne tous les producteurs qui sont responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés par an, ainsi que tous les éco-organismes agréés pour les emballages. Sont à noter que sont exclus de cette réglementation les emballages pour lesquels la réglementation interdit le réemploi ou la réutilisation en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur. Aujourd'hui, cette exclusion, elle est quand même encore assez floue. On a encore des doutes sur ce qui va être exclu de cette obligation. Alors, les producteurs vont s'acquitter de cette obligation de proportion d'emballage réemployé, soit de manière individuelle, soit au sein de structures collectives. Structure collective qui veut dire que l'objectif qui sera fixé sera la somme des obligations individuelles, sachant que l'éco-organisme peut jouer le rôle de structure collective pour vous. Donc, le taux minimal est fixé par le décret en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, on voit que pour les producteurs qui déclarent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros ont dès cette année l'obligation de réaliser des efforts sur le réemploi de ces emballages. Donc, on a déjà l'objectif de 5% cette année pour aller jusqu'à 10% en 2027. Pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires compris entre 20 et 50 millions d'euros, l'obligation rentrera en vigueur en 2025. Et pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros, on aura une obligation en 2026. Donc, les délais sont quand même assez courts pour mettre en place cette obligation. À côté de cela, on notera donc l'obligation de communiquer annuellement à l'autorité administrative qui gère ce processus, qui est l'ADEME. On doit communiquer la quantité totale d'emballage qui est mise sur le marché et la proportion d'emballage réemployé ou réutilisé. On notera qu'on n'est que sur du déclaratif. Le décret ne prévoit pas de dispositif de contrôle ou de sanction sur cette obligation. Donc, l'obligation, elle entre en vigueur au 1er janvier 2023 et on a une période de transition
pour certains produits alimentaires qui bénéficient dans leur cahier des charges pour, par exemple, le label rouge, l'AOP, l'IGP et le label agriculture biologique. Quand les cahiers des charges interdisent le réemploi ou la réutilisation, on a un décalage de l'obligation au 1er janvier 2025. Pour rester sur le sujet des emballages, à noter donc une modification au niveau des emballages des déchets d'activité de soins à risque infectieux, ce qu'on appelle les DASRI, une modification sur les sacs de déchets solides à usage unique. On a donc les caractéristiques techniques de ces sacs DASRI qui sont modifiés avec une actualisation de la norme qu'ils doivent respecter. Donc, on avait précédemment une référence à la norme version 2016, on est passé sur la 2020. Et la nouveauté, c'est que le fabricant doit fournir des instructions de bonne manipulation et de bonne utilisation des sacs. On avait un délai d'épuisement des stocks qui était fixé à fin d'année pour permettre d'écouler voilà, les anciennes versions des sacs. En recommandation, ce qu'on peut vous proposer, c'est dans les cahiers des charges avec vos prestataires de bien signaler que vous demandez l'utilisation de sacs qui sont conformes aux normes en vigueur. Autre sujet, à cheval, emballage et biodéchets. Je voulais vous rappeler, parce que c'est important et des fois on est passé à côté, sur les biodéchets, alors je vous rappelle la définition des biodéchets. Donc ça va être tous les biodéchets non dangereux, biodégradables, qu'il s'agit de déchets verts, hein, de jardins, de parcs, mais aussi tous les déchets alimentaires ou de cuisine qui proviennent des ménages, des bureaux, des restaurants, des commerces de gros, des cantines, etc. Et aussi les déchets comparables qui proviennent des usines de transformation des denrées alimentaires. Donc on a depuis un petit moment, depuis 2012, une obligation de tri à la source et de valorisation de ces biodéchets. Donc, à la base, le champ d'application était plus resserré puisque ça concernait les producteurs de plus de 120 tonnes par an de ces biodéchets. L'obligation, elle s'est restreinte, hein, le seuil, il a baissé depuis 2012 pour arriver en ce début d'année, au 1er janvier 2023, à 5 tonnes par an. Et la loi AGEC est venue supprimer les seuils. Ça veut dire qu'au 31 décembre 2023, cette obligation de tri à la source et de valorisation des biodéchets sera étendue à tout le monde. Tout le monde sera concerné, quelles que soient les quantités produites. Donc, il va falloir, si vous ne l'avez pas encore fait, finalement réfléchir à vos options de valorisation. La loi permet que ce soit en interne ou en externe, hein, donc à des solutions de compostage ou de méthanisation. Autre aspect, c'est sur la partie tri à la source des biodéchets, le cas des biodéchets conditionnés dans des emballages, puisqu'un décret de 2020 avait envisagé le cas des biodéchets conditionnés dans des emballages. Sachez que certains types d'emballages, ceux qui sont notamment compostables, méthanisables et biodégradables, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets. Ceux qui ne le sont pas devront faire l'objet d'un déconditionnement avant valorisation. L'arrêté en question qui nous intéresse aujourd'hui est venu définir ce qu'est un emballage compostable, méthanisable et biodégradable. Donc, il nous donne une liste, hein, donc avec des sacs de collecte papier ou plastique qui répondent à des exigences particulières fixées par l'arrêté. Mais ça va être tout ce qui est filtre à café, sachet de thé, capsule, dosette à café composée de papier, mouchoirs, etc. Pour finir on a fini sur le tour des actualités sur les déchets. Je vais passer rapidement sur un sujet sur l'eau. Ce sujet sur l'eau, je passerai rapidement dessus parce qu'il est assez particulier. L'idée, c'est de développer de nouveaux usages des eaux usées traitées, donc ce qu'on appelle la réhute ou le reuse en anglais. On a un objectif à 2025 qui est issu des Assises de l'eau 2020, qui est de tripler le volume des eaux non conventionnelles réutilisées. Donc, les eaux non conventionnelles, c'est justement les eaux usées traitées, mais aussi les eaux grises, les eaux de pluie. Et ce décret et cet arrêté s'inscrivent directement dans cet objectif. La vocation de ces deux textes, c'est de développer de nouveaux usages d'utilisation de ces eaux usées traitées.
Principalement, les usages qui sont visés, ce sont des usages urbains, tout ce qui va être lavage de voiries, de véhicules, hydrocurage des réseaux. Et il fixe un cadre expérimental. Je parle de cadre expérimental parce qu'aujourd'hui, on doit déposer une demande d'autorisation et elle est délivrée uniquement pour 5 ans. Les usages sont très cadrés, hein, on a l'exclusion de certains usages, on ne peut pas les utiliser, ces eaux, dans certains ERP. Ces eaux doivent provenir obligatoirement de systèmes d'assainissement collectifs et non collectifs qui relèvent de la nomenclature eau, hein, donc des IOTA, mais aussi des ICPE hors ICPE relevant des rubriques sous-produits animaux. Les usages, par contre, en interne pour les ICPE et les IOTA ne sont pas régis par ces dispositions, hein. Le décret renvoie bien aux dispositions spécifiques aux ICPE et aux IOTA, c'est-à-dire aux arrêtés préfectoraux. Donc là, on est plutôt sur des usages externes. À retenir juste voilà, que ça va être c'est un contexte qui est assez rigide. On a un fort suivi derrière, hein, puisqu'on doit transmettre un rapport annuel tout au long de cette période de 5 ans d'autorisation, et on doit remettre un bilan global 6 mois avant l'expiration de l'autorisation. Donc voilà, je voulais juste vous alerter sur le fait que c'est un sujet qui est en train de prendre de l'ampleur, notamment dans les périodes de sécheresse inédites là qu'on traverse, notamment cet hiver dans certaines régions. Donc à mon avis, c'est à suivre. Il risque de se passer des choses sur le sujet dans les prochains mois, prochaines années. Sur le sujet économie circulaire, j'ai sélectionné donc plusieurs infos qui pour la plupart aussi sont issues de la loi AGEC. Donc là, on est sur un texte qui vient définir l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets. Donc la loi AGEC a introduit l'obligation pour les producteurs et importateurs de certains produits générateurs de déchets d'informer le consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou autre sur leurs qualités et caractéristiques environnementales. Donc, le décret vient définir ce que sont ces qualités et caractéristiques environnementales. Donc, vous les retrouvez citées sur la slide, hein. Donc, il y a la réparabilité ou la durabilité, la compostabilité, l'incorporation de matières recyclées, l'emploi de ressources renouvelables, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de métaux précieux, de terres rares ou de substances dangereuses, la traçabilité et la présence de microfibres plastiques. Donc, toutes ces qualités et caractéristiques environnementales, elles vont être établies généralement par une analyse de cycle de vie de l'ensemble du produit. Je vous ai mis sur la slide les produits concernés. Vous retrouverez sur la slide suivante un lien vers la foire aux questions du ministère de l'écologie qui ne porte que sur ce décret, qui donne beaucoup de détails et qui vous détaille en fait les qualités et caractéristiques environnementales pour chaque typologie de produits. Par exemple, sur les équipements électriques et électroniques, ce sont les seuls qui sont concernés par la réparabilité ou la durabilité, qui va prendre la forme de l'indice de réparabilité que vous connaissez déjà et qui va évoluer cet indice de réparabilité en 2024 vers un indice de durabilité, puisqu'on va intégrer des critères de robustesse et de fiabilité des produits. La mise à disposition de l'information, elle va se faire sous format dématérialisé. Elle doit être accessible sans frais au moment de l'acte d'achat et elle doit être réutilisable. Et elle va être mise en place sur un site ou une page Internet dédiée qui doit être facilement accessible et qui prend la forme d'une fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales. Donc, sur vos sites Internet, si vous êtes concerné, vous allez devoir nommer, vraiment nommer fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales. On a des délais d'entrée en vigueur pour cette nouvelle obligation, donc qui a commencé dès le début de cette année au 1er janvier 2023. Pour les producteurs et importateurs et émetteurs sur le marché qui déclarent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et qui mettent sur le marché au moins 25 000 unités de produits.
À noter toutefois qu'il y a une petite exception pour les produits pour lesquels la mise sur le marché de la dernière unité intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023. Au 1er janvier 2024 seront concernés les producteurs, importateurs et metteurs sur le marché qui déclarent un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros pour une mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits. Et pour finir, au 1er janvier 2025, pour ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros pour une mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits. À signaler aussi que le décret vient asseoir l'interdiction d'apposer des mentions comme biodégradables, respectueux de l'environnement sur les produits. Autre apport de la loi AGEC sur la partie réemploi, c'est l'encouragement de ce réemploi avec le développement d'une offre qui va permettre de proposer des pièces de rechange d'occasion en remplacement de pièces neuves pour les prestations d'entretien et de réparation de certains équipements électriques et électroniques. Donc, cette mesure de la loi AGEC, elle trouve ses modalités d'application par les 2 décrets qui sont présentés sur la slide. Donc, le premier, il fixe pour chaque catégorie d'équipement les pièces qui peuvent faire l'objet de cette offre. Et il prévoit notamment une exception, donc l'obligation n'est pas applicable si les pièces d'occasion ne sont pas disponibles dans le délai qui est compatible avec la date de fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation. Sur la slide, je vous ai mis les typologies d'équipements qui sont concernés. C'est une obligation qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2022. Concrètement, comment est-ce qu'on informe le consommateur de la possibilité de choisir les pièces d'occasion? On doit, à l'entrée du local où le public est accueilli pour effectuer sa demande d'entretien ou de réparation, mettre en place un affichage qui sera lisible et visible de l'extérieur et qui informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces d'occasion. Et l'affichage doit préciser aussi les équipements qui sont concernés par l'exemption en cas d'indisponibilité qui est liée au temps. On doit recueillir sur support durable le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place de la pièce neuve. Et si vous êtes concerné, vous devez conserver les copies des documents pendant 2 ans. Voilà pour les sujets économie circulaire. Je vais passer à la partie R avec les nouveautés concernant les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vous rappelle que les bilans d'émissions de gaz à effet de serre sont obligatoires pour les entreprises de plus de 500 salariés en métropole et doivent être mis à jour tous les 4 ans. Donc, parmi les nouveautés sur ces bilans, on a la création du plan de transition qui vient remplacer ce qu'on appelait avant la synthèse de plan d'action. Et le plan de transition présente les actions, les moyens et les objectifs envisagés sur la période précédant le dernier bilan et sur la période suivant le dernier bilan. L'autre nouveauté, c'est l'introduction, et ça c'était attendu, des bilans d'émissions mutualisés pour les groupes. Dorénavant, les groupes peuvent établir et publier un bilan et un plan de transition consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises. Au passage, je vous signale l'augmentation des sanctions qui avait déjà été prévue par la loi climat-énergie de 2019. Donc, en cas de manquement à l'établissement ou à la transmission du bilan, vous avez une sanction qui peut aller maintenant jusqu'à 10 000 euros. Précédemment, c'était 1 500 euros. La mesure phare de ce décret, c'est l'élargissement du périmètre du bilan au scope 3 pour les entreprises qui sont soumises à déclaration de performance extra-financière. Pour rappel, seules certaines entreprises sont soumises à cette déclaration de performance extra-financière qu'on appelait précédemment le rapport RSE. Ce sont les sociétés de plus de 500 salariés. Donc, pour celles qui sont cotées en bourse, c'est dès que le total du bilan est supérieur à 20 millions d'euros ou le montant net de chiffre d'affaires à 40 millions d'euros. Et pour les sociétés non cotées, toujours avec cet effectif de plus de 500 salariés, c'est dès que le bilan est supérieur à 100 millions d'euros ou le montant net de chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros.
Ce scope 3, il concerne les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et des activités de la personne morale et éventuellement de l'usage des biens et des services qu'elle produit. Je vous ai mis l'infographie de l'ADEME qui rappelle un peu les différents types de scopes et un peu ce qu'on retrouve dedans. Donc, notamment sur le scope 3, vous allez retrouver des choses sur le transport de marchandises, la gestion des déchets, etc. Ça, c'est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Donc, si vous n'êtes pas soumis à déclaration de performance extra-financière, notez bien que le périmètre reste inchangé pour vous. Vous restez sur les scopes 1 et 2. Pour vous aider, je vous ai mis le lien vers la nouvelle version de la méthode pour la réalisation de ces bilans qui a été mise à jour pour prendre en compte ces dernières évolutions. Autre sujet sur la thématique R, ce sont les dernières nouveautés sur le contrôle et l'entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques. Donc, les 4 arrêtés qui régissent tout ce qui est relatif à l'entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques. Pour rappel, les systèmes thermodynamiques, ce sont tout ce qui va être climatisation et pompe à chaleur à l'échelle d'un bâtiment. Donc, on parle de système, c'est tout ce qu'il y a dans un bâtiment. Donc, parmi les nouveautés, donc, pour les chaudières dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW, l'entretien comprend maintenant la vérification de la présence d'un thermostat. Et autre nouveauté, donc ça, on le retrouve dans les 4 arrêtés qui ont été modifiés. Si vous avez des immeubles de bureaux ou des bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, donc ça veut dire qu'il faut entendre tertiaire au sens large, administratif, commerce, hôtel, y compris les bâtiments qui appartiennent à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, on a une obligation d'avoir un système de gestion technique des bâtiments, ce qu'on appelle un GTB ou peut-être que vous connaissez sous le terme anglais BACS. C'est un système qui pilote automatiquement la ventilation, les températures et l'éclairage. Et on a une obligation qui va trouver son entrée en vigueur en 2 temps. Donc, si vous avez des systèmes de chauffage ou de froid d'une puissance supérieure à 290 kW, l'obligation entre en vigueur au 1er janvier 2025. Et si vous avez des systèmes de puissance supérieure à 70 kW, il faudra attendre 2 ans, ce sera au 1er janvier 2027. On va passer à la catégorie divers de ces webinaires. Divers, donc j'y ai mis un peu des sujets assez variés. Le premier, c'est un sujet sur la publicité, ce qu'on appelle la publicité responsable. Ces 2 textes sont des textes d'application de la loi Climat et Résilience d'août 2021, qui est aussi un de nos incontournables des dernières années sur les sujets environnement. Cette loi, elle a mis en place l'obligation de déclarer certaines données sur une plateforme dédiée pour les importateurs, distributeurs et metteurs sur le marché de produits qui ont un impact excessif sur le climat. Qu'est-ce qu'on entend par produits ayant un impact excessif sur le climat? C'est ce qu'est venu définir l'un des 2 décrets. Donc, quels sont les biens et services qui sont concernés? Ce sont d'une part les biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire. Donc, sur ce point, on attend toujours le décret qui doit publier les produits qui sont soumis à affichage environnemental obligatoire. Aujourd'hui, l'affichage environnemental a fait l'objet d'une expérimentation sur la base du volontariat. Il prend la forme d'une note qui va de A à E selon certains critères, qui prend en compte les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité, la consommation d'eau, etc. Donc, on attend toujours ce décret qui aurait dû paraître en septembre 2022, pardon. Donc, pour ces produits-là, dont on ne connaît pas encore exactement la teneur, la déclaration rentrera en vigueur uniquement 6 mois après que l'affichage soit devenu obligatoire. Donc ça, il y a encore un palier en attente. Ce sont aussi donc les produits et services qui sont soumis à étiquette énergie obligatoire. Donc là, on va retrouver beaucoup de produits électroménagers, les appareils de chauffage, les frigos, les lave-linges, sèche-linges, climatiseurs, etc., ordinateurs.
et tous les véhicules motorisés qui sont soumis à étiquette CO2 obligatoire. Donc, voilà pour les produits, les biens et services concernés. Donc, sachant qu'on s'attend à ce qu'ils soient largement étendus avec notre décret sur l'affichage environnemental obligatoire. Donc, vous êtes concerné si vous avez des dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours du dernier exercice comptable qui sont supérieures à 100 000 €. Je vous ai mis un petit extrait puisque, on va le voir sur la slide suivante. La déclaration se fait sur une plateforme qui s'appelle Publicité responsable, qui vous permet de faire un petit diagnostic pour voir si vous êtes concerné et qui vous rappelle les différents éléments, donc notamment est-ce que je suis distributeur, importateur ou metteur sur le marché, et qui va vous demander au fur et à mesure si vous utilisez tel ou tel type de produit. Donc, la déclaration, elle va se faire entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile. On doit préciser sur cette plateforme si on a souscrit ou non à un contrat climat. Donc, le contrat climat, en gros, dans les grandes lignes, c'est un code de bonne conduite dans lequel on se fixe des objectifs et des indicateurs avec un échéancier pour s'engager à faire évoluer ces communications commerciales. Ces contrats climat, ils ne sont pas obligatoires, donc vous n'êtes pas obligé, même si vous êtes soumis à l'obligation de déclaration, de les mettre en place. Mais si vous ne le mettez pas en place, sachez qu'il y a un peu une politique de name and shame derrière, puisque vous serez publié sur ce site comme n'ayant pas souscrit de contrat climat. Vous avez un récépissé de déclaration une fois que vous avez déclaré vos données sous 10 jours ouvrés. Et donc, ce que je vous disais, une diffusion publique des informations déclarées. Si vous êtes concerné et que vous ne faites pas cette déclaration, attention, parce que vous avez une sanction qui peut aller jusqu'à 30 000 € d'amende. En lien, je vous ai mis sur le petit logo publicité responsable, vous cliquez, vous arrivez directement sur le site. Et je vous ai mis aussi la FAQ de la plateforme et le guide d'élaboration des contrats climat. Si le sujet des contrats climat vous intéresse, sachez aussi qu'il y a un modèle type sur la plateforme que vous pouvez récupérer. Un autre sujet plus en lien avec les mobilités, ce sont les dispositions sur les stationnements vélos. Donc, on a depuis 2015 des obligations pour mettre en place des espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos. Les obligations ont évolué au fil des années. Sachez que voilà, ces deux textes sont venus définir le nombre d'emplacements en fait, à prévoir pour ces stationnements vélos. Donc, pour le cas des bâtiments industriels ou tertiaires neufs, pour les industriels ou tertiaires avec des travaux sur le parc de stationnement, et pour les bâtiments tertiaires existants. Donc, vous voyez que pour les bâtiments existants, que ce soit ceux avec projet de travaux et ceux sans projet de travaux, le seuil de l'obligation pour les emplacements vélos est fixé à partir de 10 places de stationnement. Et vous retrouvez donc le nombre d'emplacements et fonctions est conditionné par l'effectif total de salariés accueillis dans le bâtiment. Ce texte donc nous définit les emplacements minimums à prévoir, mais aussi la surface minimale par emplacement, donc qui doit être de 1,5 m², et les modalités du local. Donc, c'est un local qui doit être clos et couvert. En intérieur, s'il est en intérieur de bâtiment, il doit avoir une porte fermée, sécurisée, etc., etc. Si le sujet vous intéresse, je ne vous l'ai pas mis sur la slide, mais le ministère a publié un guide pour la conception de ces espaces de stationnement des vélos. Si vous êtes intéressé, je pourrais le faire passer par l'intermédiaire de la CCI. Et c'est applicable donc depuis le 3 janvier aux bâtiments tertiaires existants. Dernier sujet sur nos divers, je voulais vous faire un petit focus sur ce qui a évolué au niveau du dialogue social en entreprise sur les sujets environnementaux. Donc ça aussi, c'est un apport de la loi climat et résilience de 2021 qui a élargi les attributions des comités sociaux et économiques du CSE aux questions environnementales dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc, si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, c'est sujet chez vous. Donc, pour les entreprises de plus de 50 salariés, on a maintenant l'obligation de consulter et d'informer le CSE
RSE sur les conséquences environnementales des décisions prises par l'entreprise. Et point important, on a l'élargissement de la base de données économiques et sociales qui est devenue la base de données économiques et sociales et environnementales. Donc, on a une distinction entre les informations à mettre dans la base de données entre les entreprises soumises à déclaration de performance extra-financière, donc ce sont les seuils que je vous ai rappelés tout à l'heure, et celles qui n'y sont pas soumises. Mais à chaque fois, on retrouve les trois mêmes items qui sont la politique générale en matière environnementale, l'économie circulaire et le changement climatique. Donc, hop, voilà pour celles qui ne sont pas soumises à des PEF sur la slide. Pour terminer sur cette partie, je voulais juste vous faire un petit rappel sur des entrées en vigueur importantes depuis le 1er janvier 2023. On a les obligations de disponibilité des pièces détachées pendant au moins 5 ans pour allonger la durée de réparation de certains produits qui est entrée en vigueur. Donc, pour les produits concernés, c'était des équipements électroménagers, des petits équipements informatiques et de télécommunications, tout ce qui est écran, moniteur, outils de bricolage et jardinage motorisé, etc. Autre point important, depuis le 1er janvier 2023, pour tous les sites de production, de manipulation et de transport de granulés plastiques, vous devez mettre en place des systèmes de prévention des rejets de granulés dans l'environnement. Je vous ai rappelé aussi 2 points qu'on a vus aujourd'hui dans le webinaire sur la filière bâtiment et sur le bilan émissions gaz à effet de serre. Et pour faire ma transition vers la deuxième partie, quelques nouveautés sur les ICPE qui sont pour beaucoup issues du plan post-Lubrizol. On a pas mal d'obligations qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023, notamment pour les stockages en récipient mobile de liquide inflammable au sein des ICPE soumises à autorisation, l'étude des flux thermiques pour les entrepôts à autorisation et enregistrement, et pour les installations de stockage de liquide inflammable à autorisation. J'en profite pour vous rappeler que si vous êtes à déclaration entrepôt 1510, l'étude des flux thermiques est obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Et on a aussi des actualisations à faire sur les plans d'opération internes. Et on a des choses aussi sur l'obligation de définir l'usage futur du site au moment où l'installation classée sera mise à l'arrêt définitif. Et on a aussi la poursuite de l'action RSDE, rejet dans l'eau des substances dangereuses pour les ICPE, puisque 2023 marque le pas vers un vrai respect des valeurs limites de concentration des rejets dans l'eau et une recherche de la réduction maximale des émissions. Voilà pour cette première partie. Merci beaucoup, Gwenaëlle. En tous les cas, une actualité très riche à travers les différents points qui ont été abordés. Angélique, est-ce que tu avais relevé une première question à laquelle on n'a pas répondu pendant le fil de discussion? Oui, alors il y a eu de nombreuses questions, merci. Alors je pense qu'on ne va pas pouvoir tout y répondre au niveau du temps, mais on vous apportera après une réponse. Alors quand même quelques questions. Moi j'avais noté une question. Est-ce que les collectivités sont soumises à l'obligation de registre de suivi des déchets? Sachant que ce que je comprends, c'est pour les déchets propres de la collectivité. L'obligation, elle concerne tous les producteurs et détenteurs de déchets. À partir du après, voilà, c'est ce que je vous disais, on a des seuils dans l'obligation. Donc, tout dépend de comment sont gérés les déchets de la collectivité. Donc, j'imagine que c'est via le service public de la collectivité. Donc, il faut voir ce seuil de 1100. Non, ça, c'est pas pour le registre déchets d'ailleurs. Donc, non, il faut un registre déchets. Excusez-moi. C'est pour le SANFLU. Oui, je me suis mélangé les pinceaux. Non, c'est pour tous les producteurs et détenteurs de déchets. Merci. Merci. Une deuxième question sur les places de parking à vélo. Cécile nous pose la question, bâtiment industriel ancien, sommes-nous dans l'obligation de mettre en place des parkings à vélo?
Vous êtes dans l'obligation de le faire à partir du moment où vous avez un parc de stationnement de plus de 10 places et que vous envisagez des travaux sur le parc de stationnement. Il y a quand même une limite que je me suis notée, je vais vous la donner, qui est fonction des coûts en fait, des travaux. On a un pourcentage. Je vais essayer de le retrouver. Oui, la limite, c'est si le coût total prévisionnel des travaux rapportés à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 2%. Mais oui, vous êtes concerné si vous envisagez des travaux sur le parking. D'accord. Alors, une autre question. Donc, Track Déchets, initialement pour les déchets dangereux. Maintenant, Track Déchets est ouvert également aux déchets non dangereux, ce qui permettrait effectivement d'avoir la déclaration de tous les déchets sur le même outil. La question était, si on utilise Track Déchets pour tous les déchets dangereux et non dangereux, est-ce que l'entreprise doit quand même tenir à jour un registre de suivi des déchets? A priori, non, puisque Track Déchets vous permet de constituer votre registre. Ce qui est plutôt bien. Voilà. Ça vous évite, c'est ce que je disais, de démultiplier les outils. À partir du moment où vous utilisez Track Déchets, ça peut être intéressant de vous en servir comme d'un registre. Merci. Merci. Et peut-être, dernière question. Nous sommes une entreprise de création de décors de vitrines, boutiques de luxe, etc. Nous avons beaucoup de difficultés à savoir nos obligations REP en fonction de nos créations. Comment est-ce que l'entreprise peut s'y retrouver? Il faut regarder les différents produits qui sont soumis à cette filière REP. Il y a un article du Code de l'environnement qui les définit toutes. D'accord. OK, donc est-ce qu'on pourra mettre la référence de l'article pour que les entreprises s'y retrouvent? On pourra le mettre dans le PowerPoint? Je pourrais l'ajouter dans le PowerPoint, oui, à ce moment-là. Voilà. Ce qui va permettre aux entreprises qui se posent des questions de savoir si elles sont concernées ou pas par les filières REP, de pouvoir avoir un premier niveau de lecture. Oui, je pourrais mettre aussi un lien vers, il doit y avoir une page sur le site du ministère de l'écologie qui doit bien expliquer, donc j'essaierai d'étoffer un peu les outils sur les slides. D'accord, impeccable. Merci. Est-ce qu'Angélique, tu as une autre question, puis on Une pourra dernière, clôturer? parce qu'elle me semblait pouvoir concerner un certain nombre d'entreprises. Donc ça concernait les affichages dont vous avez parlé, Gwenaëlle. Si nous mettons Oui. sur le marché des appareils reconditionnés, donc faisant partie de la liste de produits concernés, je pense par rapport à ce que vous avez évoqué, est-ce que cet affichage est à réaliser? Donc sur des appareils reconditionnés. Tac, tac. C'était dans la rubrique économie circulaire. Oui, tout à fait. Ouais. J'essaye de retrouver le texte. Ou sinon, on pourra y répondre après, hein. Peut-être qu'en attendant que Gwenaëlle trouve la référence ou dans les quelques minutes qui nous restent avant la fin de cette première partie, vous zone de chat. Pour ceux qui vont nous quitter, parce que la deuxième partie concerne plus le volet ICPE et des questions très réglementaires spécifiques à ces activités qui en relèvent, pensez à compléter l'enquête de satisfaction avant de nous quitter. C'est important pour nous, ça prend 2 minutes. C'est important pour nous pour mieux connaître vos attentes et savoir ce que vous avez pensé de cette première partie et encore mieux construire nos webinaires et nos réunions et nos outils d'information pour accélérer la transition écologique des entreprises. Donc, merci d'avance pour ceux qui le compléteront avant de partir. Merci. Gwenaëlle? Sur la partie, donc je pense que c'était sur tac, tac, sur ce sujet. Sur ce sujet, je pense que si je comprends bien la question, sur le sujet des qualités et caractéristiques environnementales des produits, je vous ai mis, ça concerne uniquement les produits neufs, si c'était bien le contexte de la question. Merci.
Très bien. Donc, nous fait à la fin de la première partie. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez pu poser. Et puis, on va faire une petite pause de 5 minutes avant d'entamer la deuxième partie. Pensez à bien compléter l'enquête de satisfaction dans la zone de chat. Je l'ai mise à 2 endroits. On vous remercie et on fait une petite pause de 5 minutes avant de redémarrer. Merci à tous et Merci à à tout à l'heure tous. pour ceux qui continuent ce webinaire avec nous. Merci.